Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question de Mela, à qui je fais de gros bisous et je la remercie pour ses échanges et pour ses idées toujours très riches au niveau des vidéos. Voilà, donc aujourd'hui, elle souhaitait que je revienne sur les questionnements que j'ai pu avoir lorsque je suis passée du TDM au Rider. C'est vrai que quand on est habitué à utiliser une structure de jeu, et qu'on passe à une autre, hein, forcément, on a des questionnements, on a des choses qui changent au niveau des interprétations. Euh, Inversement, c'est pareil, c'est-à-dire que si on passe du rider, on a l'habitude d'utiliser un rider et on va prendre un Marseille, c'est pareil, on va se retrouver un petit peu perdu au départ. Donc voilà, elle souhaitait que je revienne sur ce sujet-là, même si je l'ai déjà abordé sur ma chaîne et qu'honnêtement, je ne pense pas amener plus d'éclairage que ça. Mais ça fait du bien de temps en temps de refaire un petit point sur mon expérience. Alors encore une fois, c'est mon avis, c'est mon expérience et on est tous différents, heureusement, et on n'a pas la même expérience des choses, de la vie. Donc forcément, peut-être que ce que je vais vous dire ou ce que je vais vous renvoyer par rapport à ma vision des choses ne va pas correspondre avec la vôtre et c'est normal parce qu'on n'est pas passé par les mêmes étapes. Voilà, donc vraiment, c'est une vidéo, moi, où je vais repartir sur mon expérience à moi et je vais essayer de me remettre dans le cadre de vraiment quand je suis passée du Marseille au Rider, parce que j'ai tendance à l'oublier, j'utilise autant l'un que l'autre maintenant, je suis à l'aise avec les deux systèmes. Donc forcément, c'est plus ma vision actuelle, ou plus tout à fait, on va dire. Ou du moins, j'ai dépassé certains questionnements ou certaines craintes. Mais je voudrais revenir avec ma vision d'avant. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà, pour cette vidéo. Alors, évidemment, j'ai sorti des jeux, j'ai essayé d'y réfléchir un peu, ce que j'allais parler ou ce que j'allais évoquer, mais j'arrive pas, moi, à préparer les vidéos, vous le savez, hein, je peux pas. Je peux pas avoir quelque chose de structuré, de préparé, parce que de toute façon, je le suivrai pas, donc ça servira à rien. Et puis, ça m'étouffe, ça me bloque. Ça me fait l'inverse, en fait. Donc, finalement, je filme, et puis voilà, et vient ce qui vient, en fait. Mais ce qui me fait peur là-dedans, c'est que ça va durer des heures. Je sens l'embrouille là. Je me dis, mais si je ne suis pas un minimum cadré dans ma tête, mon Dieu, mais ça va être une vidéo interminable. Donc j'espère pas. J'espère arriver à suivre un semblant de plan. J'espère ne pas vous perdre, quoi. C'est ça. Alors, petit conseil. Installez-vous confortablement. Allez vous chercher peut-être un chocolat chaud, un café, une infusion, des petits gâteaux. Voilà, ne frôlez surtout pas l'hypoglycémie par ma faute. Voilà. Non, je vais essayer quand même que ce soit pas très long. Mais quand je suis partie dans ces sujets-là, voilà. Donc, pour ma vidéo, j'ai pris le tarot Pierre Madenier. Évidemment, c'est mon chouchou, vous le savez. Pour le tarot de Marseille. Et pour le Rider, j'ai pris un qui reste avec des illustrations classiques du Rider, hein, du Rider de départ. Donc voilà, le tarot universel aux éditions Fabry. Voilà, après, moi, j'ai pas trop de tarot de Rider, vraiment, de jolis Rider, je vais dire, basique, de base, vraiment, le Rider Waite. Je sais pas. Je l'ai eu, je l'ai plus. Quand je suis passée au Rider, j'ai été un peu déconcertée et ça m'a, au départ, ces questionnements que je vais vous parler m'ont un peu dérangée, ce qui fait que je me suis dit, mais qu'est-ce que je cherche ailleurs que j'ai dans le Marseille? Donc finalement, j'ai préféré beaucoup plus le Marseille et je suis restée au Marseille. Mais ensuite, il y a eu des tarots créatifs qui emportaient ailleurs, qui me plaisaient, qui me touchaient, qui, voilà, émotionnellement. Et c'est pour ça que je me suis ouverte à tous ces tarots créatifs dérivés du Rider.
ou pas, hein, certains oui, d'autres non. Voilà, donc du coup, je suis habillée, voilà, c'est mieux. Donc voilà pourquoi je suis passée du Marseille au Rider. Ça a été par curiosité, mais aussi avec tous ces jeux créatifs qui m'ont plu en fait. C'est ceux qui m'ont amené sur la piste du Rider. Il n'y aurait eu que le Rider classique et rien d'autre. Honnêtement, je pense que je serais restée qu'au Marseille. Voilà. Allez, déjà mon introduction est longue. Donc on va commencer. Donc première carte dans le tarot de Marseille. Et oui, la première carte du tarot de Marseille, c'est le battleur. Non, ce n'est pas le mat. Le mat est inclassable. Le mat, il est là où il veut. Il n'est pas forcément à la première place. Il n'est pas forcément à la 22e place. Il est inclassable. Dans le rider, on voit qu'il y a un 0. Ça m'a dérangé. Vous allez dire, c'est un détail, c'est un 0. Mais c'est un détail pour moi qui m'embêtait fortement par rapport à l'énergie de cette carte. Justement, on a une énergie de liberté. Il est libre, mon mat. Il est libre, Max. Il va où il veut, il sort quand il veut. C'est l'excuse, pour ceux qui ont l'habitude de jouer au tarot, c'est l'excuse. Cette excuse, on la met là où on veut. Elle n'est pas un 0, elle n'est pas un 22, elle est là où elle veut. Et le fait qu'il y ait ce 0, moi j'ai dit, mais on n'a pas compris l'énergie de cette carte ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on veut à tout prix le faire rentrer dans des cases, dans un cadre? Il ne peut pas rentrer dans un cadre. D'ailleurs, il ne rentre pas. On le voit, il est grand, il est très très grand et il dépasse le cadre. On le sait, on le voit, il ne rentre pas dans le cadre. Et ça me dérange parce qu'on le fait rentrer dans un cadre. Voilà pourquoi déjà, moi ce 0, si j'avais pu l'effacer sur les jeux, je vous jure, je l'aurais fait parce que ça me gênait de vouloir à tout prix le faire rentrer dans quelque chose. Ensuite, changement au niveau du nom, bon ça voilà, et changement au niveau des positions. On voit que ici on part vers l'avenir, ici on est tourné vers le passé. Donc on n'a pas du tout la même action, ils ne partent pas du tout vers le même chemin finalement. Donc ouais, j'ai pas trop compris cette opposition. Pour moi, on est plus vers une lancée vers le futur que quelque chose qui part vers le passé. Ça aussi, au départ, ça m'a dérangé. Ensuite, il y a une mise en danger. Alors, on peut la voir dans les deux cartes, cette mise en danger, bien sûr. Là, elle est clairement identifiée, clairement imagée, c'est-à-dire qu'il fait un pas et il tombe dans un fossé. La mise en danger, elle est évidente dans cette carte. Dans celle-ci, elle n'est juste que suggérée. On n'a pas réellement une mise en danger, mais on peut la voir. Forcément, il regarde en l'air. Quand on ne regarde pas où on met les pieds, on peut tomber, bien sûr. Voilà, mais c'est suggéré. Est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il ne va pas tomber? On ne sait pas. Là, il fait un pas de plus, on le sait qu'il va tomber. Autre différence qui m'avait marqué, c'était le chien. Sur ce chien, on a quelque chose de très animal, de très bestial, une impulsion animale, une impulsion sexuelle même. D'ailleurs, il est sur le bassin et dans certains jeux, il est clairement sur les parties génitales. Alors là, on pourrait l'imaginer, mais avec le noblet, je crois. Bon, pas que le noblet d'ailleurs, avec aussi le païen. C'est lequel que je vais voir en premier? Le noblet. Voilà, là, c'est clair. On a clairement cette animalité, cette pulsion qui pousse. Ici, il accompagne juste. Voilà, on a un accompagnant. On n'a pas du tout la même énergie. Voilà, au niveau du mat et du fou. Le battleur, le magicien, là aussi, changement de nom. Changement de nom. Ensuite, changement aussi d'énergie dans cette carte, dans le sens où, déjà rien que dans le nom, le magicien, ça claque, je trouve, ça envoie. Le battleur, il peut être un battleur de foire, c'est notre petit illusionniste.
c'est moins fort comme nom, je trouve. Hein. C'est la première carte du TDM, donc on a cette énergie du débutant. C'est la 1, c'est le débutant, c'est notre débutant, il a les pieds qui partent dans deux directions opposées, donc forcément on voit qu'il tâtonne, on voit qu'il hésite, il est hésitant. La table, elle est bancale, elle n'a que 3 pieds, pareil, c'est bancal. Les mains, il fait 2 mouvements différents sans trop les regarder, on ne sait pas trop ce qu'il fait, on n'est même pas sûr que lui aussi il sache vraiment ce qu'il fait, mais voilà, il fait. Il y a quand même un élan dans cette carte, mais il y a une idée d'hésitation malgré tout. Les éléments aussi qu'il y a sur la table, on peut y voir les 4 éléments, mais c'est pas clairement non plus les 4 éléments, c'est-à-dire que le bâton, c'est une toute petite baguette, pareil pour la coupe, c'est juste un gobelet. L'épée, n'en parlons pas, c'est juste un petit couteau qu'il y a sur la table et pas vraiment une épée. Et les deniers, on ne peut pas trop voir un denier, mis à part qu'il y a quelque chose de sphérique qui tient dans la main. Voilà. Mais c'est pas clairement identifié. Là, on a clairement les 4 éléments, hein, l'épée, la coupe, le denier, le bâton. On n'a plus d'hésitation. Il y a un mouvement qui est sûr, il est sûr de lui. Ouais, il y a quelque chose vraiment de plus... un pouvoir quand même, un pouvoir qu'il n'y a pas ici. Hein, on a plus nos hésitations ici, on les a moins ici. Ça m'avait marqué. Sur ce jeu, après, c'est pas trop identifié, mais ce qui m'avait marqué sur certains riders, c'est l'âge. Nous, ici, sur le Marseille, c'est un visage jeune. Voilà. On voit vraiment qu'il y a une jeunesse dans cette carte. Dans celui-ci, on n'a pas un personnage âgé, donc ça va, ça peut coller aussi. Mais dans certains autres riders, on a un personnage très âgé. Et c'est souvent d'ailleurs dans le magicien qu'il y a des personnages très âgés. Donc là aussi, forcément, on va avoir une différence d'interprétation. Voilà, je vais essayer de passer vite si je m'arrête sur toutes les cartes, parce que forcément, il y a à dire sur toutes les cartes. Mais je voudrais garder quand même le principal, ce qui m'a un peu questionné. Sur la papesse, là, elle est dans un temple, elle est cloîtrée, on sent bien qu'elle est cloîtrée, il y a une austérité dans cette carte. Là, elle est en dehors du temple, elle est devant. Il y a une abondance quand même derrière. Il y a beaucoup de choses dans cette carte, je trouve, avec ses colonnes. Là, c'est plus simple finalement. Elle a un livre sur les genoux. On ne sait pas ce que c'est ce livre. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'histoire de votre vie. Ça peut être un livre de cuisine. Ça peut être n'importe quoi. Là, c'est clairement identifié. C'est la Torah qu'elle tient sur ses genoux. Voilà. Ouais, bon. L'impératrice, oui, il y aurait des choses à dire, mais bon, je vais passer parce que c'est pas quelque chose qui était marquant vraiment au-delà. Pareil sur l'empereur, bon, il y a l'assise qui est pas du tout la même, hein, mais c'est pas, voilà. Le pape, c'est l'amoureux. L'amoureux fait partie des cartes qui m'ont questionné, forcément. Forcément, parce que ici, on a une interaction sociale, il y a plus de personnages, on va pouvoir parler de plus de choses du coup. Là, c'est clairement un homme, une femme, c'est clairement des amoureux. Il n'y a plus cette notion de choix que l'on avait ici. Voilà. Ici, on n'a pas la notion de choix. Voilà. Voilà en gros. Donc forcément, on va pas interpréter de la même façon. Le chariot, il y a toujours à dire. Hein, moi, le chariot du Marseille, ce qui me marque, c'est que, bon, si on regarde que le haut, il envoie, hein, c'est un prince, il y a quand même une certaine prestance, il y a une posture, une action, vraiment un élan, il est classe, quoi. Quand on regarde le bas de la carte, on se dit, il y a quand même un souci, il n'avance pas, ce chariot, c'est pas possible, les roues, elles sont... les chevaux qui partent dans les deux sens, il y en a un qui louche. Enfin, rien ne va. C'est bancal, mais c'est bancal. Ici, beaucoup moins. Beaucoup moins, c'est beaucoup plus structuré. Il n'y a pas cette notion voilà, de roues qui partent dans tous les sens. Là, c'est des sphinx. On a quelque chose de beaucoup plus carré. Qui n'avance pas pour autant parce que ces sphinx sont couchés. Hein, voilà, on a
quelque chose qui n'avance pas là non plus, comme là. Mais là, la différence, c'est que l'énergie est là. Il y a vraiment une énergie qui va vers l'avant. C'est-à-dire qu'ils sont en action, ces chevaux, malgré tout. Même si c'est désordonné, c'est complètement désordonné, c'est bancal, mais on a l'action qui est désordonnée. Voilà, ça montre bien ça. Là, on ne peut pas parler d'action désordonnée dans le sens où il n'y a pas d'action. Là, il est au point mort, le chariot. Les sphinx sont couchés. Donc, il n'y a pas d'élan. Voilà. Chose qui change après dans d'autres riders où la carte du chariot, j'ai remarqué, est une carte très active dans certains jeux, très très active même, où il y a vraiment un élan énorme. Selon moi, on perd un peu l'énergie de la numérologie en mettant des cartes très actives au niveau du chariot, parce que n'oublions pas qu'on est dans le nombre 7, et que le 7, on n'est pas dans une action physique, mais plus dans une action intellectuelle. Et justement, l'action physique ne peut se faire que lorsqu'on a, on a réfléchi un minimum et on a canalisé quand même une certaine énergie et qu'on sait où l'amener cette énergie. Et là, ça va mieux, l'action se fait. Si on n'arrive pas à la mentaliser, on part de façon désordonnée. C'est ça un peu le 7. Et c'est ça, ce chariot. C'est cette action, elle y est. C'est-à-dire que l'élan est lié, mais il faut un peu ordonner tout ça. On est dans une sphère finalement intellectuelle et pas tant physique. Et là, on peut la voir aussi, dans le sens où, là, il n'y a pas l'élan qui est donné, mais parce que peut-être il y a un blocage. Il faut d'abord mentaliser pour arriver à avancer. Or, dans d'autres riders, j'en ai pas là des... Mais bon, vous voyez, souvent, le chariot, il part à toute bombe. Il y a vraiment un élan énorme dans cette carte. Alors que finalement, avec la numérologie, l'action n'est pas là où on croit. Le 7 n'est pas forcément une carte d'action. Voilà. Et inversement, l'ermite, où on dirait que c'est une carte d'inaction, elle est beaucoup plus active finalement. Bon, enfin bref. Voilà, donc oui, sur le chariot, c'est tout. Ah, mais là, j'arrive forcément à la justice. Et en face à la justice, j'ai quoi? Mais j'ai la force, forcément, puisqu'en arcane 8, on n'a pas la même place. Ah, ça m'a gêné, ça. Ouais, je crois que ça, oui, c'était majeur, mais autant que les autres, à vrai dire. Parce que pour moi, ça ne suivait plus la numérologie. Donc, je ne comprenais pas trop. Et ça ne correspondait pas à ma vision, à moi, du voyage du mat, du voyage du fou. On l'appelle comme on veut, selon la structure que l'on prend. Pour moi, il était prioritaire d'avoir d'abord affaire à la justice, avant de continuer à évoluer, à travailler sur soi et avoir affaire à la force. Parce que j'avais l'impression que si on passait d'abord par la force, la carte de la force, et cette centralisation que nous amène cette carte de la force, forcément, on n'allait plus retrouver la justice parce qu'on n'aurait plus besoin de cette justice qui mettrait le cadre, parce qu'on l'aurait retrouvée intérieurement. Donc pour moi, d'abord, il y a cette justice, il y a ce cadre qui va être posé pour ensuite pouvoir faire le travail de la force. Je n'arrivais pas à le voir dans l'autre sens. Donc ouais, ça me gênait. Bon, après, j'ai fait un passe sur ça. C'est-à-dire que je l'ai dépassé, ça. Et ça ne me dérange plus d'utiliser. Avant, au début, quand je suis passée du TDM au rider, je cherchais des riders où il n'y avait pas d'inversion, puisqu'il y en a certains, ou de type rider bien sûr, où des jeux de type rider n'avaient pas cette inversion et avaient gardé cette position des arcanes. Et je cherchais des jeux comme ça. Et chaque fois que je voyais qu'il y avait l'inversion, je ne prenais pas. Parce que ça ne m'allait pas. Et je prenais toujours des jeux où voilà, ça respectait ça. Je l'ai dépassé ça. Je suis arrivée à prendre des jeux où il y avait cette inversion. Et dans ma pratique, qu'est-ce que ça me change? Ça me change peut-être au niveau de la numérologie. Voilà, c'est-à-dire que avec un jeu de type rider où il y a cette inversion, je ne vais pas utiliser la numérologie lorsque je fais un tirage. C'est-à-dire que je fais un tirage par exemple en 3 cartes,
je peux utiliser la numérologie quand je prends un TDM ou un rider où il n'y a pas d'inversion et calculer par exemple l'arcane caché ou m'amuser de voir quelles énergies il y a ou faire des tirages numérologiques puisque ça existe aussi. Voilà. Je ne fais pas parce que il y a un contresens pour moi. Je peux pas. Donc j'utilise pas la numérologie avec un rider où il y a l'inversion. Voilà en quoi ça me change. Après, forcément, je fais abstraction du nombre et voilà. Sinon, si je prends, alors du coup, on va aller chercher la justice, là, on va inverser, hop, et là, je vais mettre la force. Voilà. Donc, on revient à notre justice. Bon, il y a quelques petits changements, je ne vais pas m'attarder. Les changements, moi j'aimais bien les petits déséquilibres qu'il y a dans cette carte, l'épée qui n'est pas droite, la balance qui est un peu penchée à cause du coude, qui fait pencher la balance. Rien n'est droit, rien n'est aligné dans cette carte. Tout est bien aligné dans celle-là. Mais je veux dire, ça, c'est pas gênant, il n'y a pas de... Voilà. L'ermite, bah, l'ermite, oui, il y a petits changements. Mais bon, on va pas... Voilà, j'ai un ermite qui est clair. Qui s'éclaire le chemin? Il cherche. On a l'impression que c'est un cherchant. Il cherche. Il se questionne. On le voit, son front, on le voit. Il essaye de regarder, de faire la lumière sur quelque chose. Là, il fait la lumière pour les autres plus parce qu'il ne regarde pas. Il cherche pas à voir là. Là, il cherche à voir. Il cherche à comprendre presque. Là, il cherche pas à voir. Il a la tête baissée. On a l'impression qu'il éclaire pour les autres ici. Donc, quelques petites différences. La roue de fortune, ouais, bon, là, une roue très bancale, hein, avec un côté émotionnel. Pour moi, elle est posée sur les émotions, cette roue. Il y a quelque chose de très émotionnel dans cette carte, je trouve, hein, du TDM. Et quelque chose de très bancal, là aussi. C'est pas une roue... on ne l'a pas ça dans le rider, ce sont souvent des roues astrologiques ou des roues du temps. On a plus vraiment quelque chose de cyclique. Hein. Voilà. Bon, voilà. On va passer vite. La force. La force. Ouais. Bon, la force, changement de position. On part vers le futur, on part vers le passé. Et changement d'action dans les mêmes. Ah, ça m'avait marqué aussi. Là, clairement, elle ouvre la gueule de l'animal, elle ne la ferme pas. Elle ne cherche pas à le contraindre, cet animal. Au contraire, hein, on pourrait dire que justement, elle laisse s'exprimer cette animalité. Hein, pour trouver à se centrer, à trouver vraiment... mais on laisse s'exprimer l'animalité ici, puisqu'on ouvre la gueule de l'animal, on libère finalement quelque chose. Ici, l'action est différente, c'est l'inverse. Elle ferme la gueule de l'animal. Donc là, elle maîtrise. Voilà, on n'a pas du tout le même mouvement. Elle maîtrise, elle enferme, elle contraint. Et là, elle exprime. Le pendu, ah oui, non, le pendu, oui. Le pendu, ça m'a fait gêner aussi. Mais oui, ça y est, ça me revient en regardant les cartes. Bon, je vais passer sur des détails, les arbres, tout ça, qui pour moi est un peu... on peut y voir la généalogie, on peut y voir la famille, on peut y voir les branches familiales. Donc du coup, les poids, les bagages transgénérationnels, etc. Bon. Là, non, parce qu'il n'y a pas le père et la mère, hein, comme on pourrait voir ici. Il est au centre, donc il n'est plus au milieu. Bon, mais ça, à la limite, hein, voilà. Ce qui m'a fait drôle, c'est l'inversion au niveau des jambes. Moi, vous savez que je regarde, d'ailleurs, plusieurs fois, je vous l'ai dit dans les cartes que j'ai sorties du Marseille, en faisant des positions. Il part vers l'avenir, il part vers l'action, il part vers la réceptivité, etc. J'ai pour habitude de toujours diviser une carte et de voir le terrestre, le céleste en haut, par exemple. Là, on peut le diviser en 4. Mais le passé ici, l'action, le futur ici, donc la réceptivité et l'action, le féminin, le masculin, etc. On a comme ça des positions et ça aide, je trouve, ça dans les cartes et à l'interprétation. Et ça, moi, je m'en sers dans toutes les cartes, tous les oracles, tout. Pour moi, voilà, c'est positionnel et c'est important.
Là, je suis en adéquation avec le message de mon pendu. C'est-à-dire que la jambe qui est tendue, c'est la jambe qui est côté réceptif. Donc, il s'aligne à sa réceptivité, ce qui est important pour le pendu. S'aligner à sa réceptivité et fléchir l'action, parce que l'action, c'est pas maintenant. Clairement, avec cette carte, on n'est pas dans une carte d'action physique. Donc, l'action, on la fléchit. Et effectivement, il replie sa jambe côté action. Donc, on replie l'action et on se centralise sur ses perceptions. On s'aligne sur ses perceptions. Et ça me parle bien. Et là, on a l'inverse. Et donc, pour moi, je ne peux plus l'utiliser. Je peux plus l'utiliser. Non, je ne vais plus regarder ses jambes, en fait. Voilà, ça me gêne. Ça m'a gêné. Bon, après, voilà, ça reste l'énergie du pendu et j'arrive à garder l'énergie du pendu et à lire cette carte. Mais, voilà, des petits détails. La mort. Bon, oui. Clairement, on n'a pas du tout. Là, on a vraiment une notion de labeur, c'est dur, c'est lourd comme carte. Elle est courbée, cette mort. Et encore là, elle a son pied intact. Dans certains jeux, elle se coupe le pied, c'est laborieux. On a vraiment une notion de labeur dans cette carte, je trouve en tout cas. Pas du tout ici. Pas du tout ici. Elle est portée par le cheval. On a moins en tout cas cette idée de labeur. Tempérance, bon, il y aurait à dire, mais allez, le diable, on va passer un peu plus vite. Ah, mais non, mais la tour, là, je suis obligée. Forcément. Surtout que, mais là, c'était par rapport aussi à cette carte où tu me disais, mais la tour, oui. La tour. La tour du Marseille. Très générale, comme beaucoup de cartes d'ailleurs du Marseille, vous avez vu, on peut voir le côté négatif comme le côté positif. Rien n'est défini, rien n'est marqué. Cette tour, c'est pareil. Elle n'est pas négative. On peut y voir l'imprévu, donc on peut le voir cet imprévu de façon négative, quelque chose qui vient nous frapper, hein, forcément, ça vient nous frapper, ça bouscule. Mais on peut voir ces petites boules multicolores comme des confettis, on peut voir les personnages qui sont en train finalement presque de danser, ou des équilibristes quoi, qui s'amusent, on peut être dans le jeu. Donc, on peut voir une fête. On peut y voir même une bouteille de champagne qui explose. D'ailleurs, moi, ça avait été le cas sur un tirage, ça. Et c'est vrai. Et donc, j'ai toujours cette image, moi, de cette bouteille et de cette joie. Voilà, qui est presque imprévue, mais qui fait partie d'une fête, d'une libération aussi, et d'une libération vraiment heureuse dans cette carte. On peut avoir les deux notions. Après, on peut voir les personnages qui tombent, on peut voir qu'on est foudroyé par quelque chose, on peut le voir aussi. En tout cas, il y a quelque chose d'imprévu, de rapide dans cette carte, mais en positif comme en négatif. Et c'est ce qui est pas mal d'ailleurs. Après, sur certains... mais ça, je reviendrai après. Je regarderai après avec vous d'autres cartes. Voilà, mais voilà sur cette tour. Alors, la tour... la maison de Dieu... la tour... Oui, parce que là, on a la maison de Dieu et là, on a la tour. Donc, un nom aussi, c'est différent. Donc là, par contre, la tour, c'est catastrophique. C'est catastrophique. On va avoir du mal, là, du coup, à dire il y a une fête, il y a une célébration, il y a quelque chose qui se libère de très positif. Alors oui, si, ça, on pourra quand même le dire, mais... pas sur le moment. L'énergie du moment, elle vient bousculer avec cette carte. On va voir avec les cartes qui accompagnent, peut-être qui va atténuer ce message. C'est sûr que si accompagne avec cette carte, je sais pas moi, le 3 de coupe, le 4 de bâton, ou le 6 de bâton, ou le 10 de coupe, on va dire, il y a une énergie qui vient bousculer, un imprévu, mais même si ça vous perturbe un petit peu, le résultat est très positif. Voilà, le résultat est vraiment positif et on va le voir avec les autres cartes. Mais c'est sûr que si on se base que sur celle-là, dire c'est très positif, d'entrer comme ça, pas sur cette imagerie, forcément. Et moi je me dis que quand on se sert d'un jeu,
il faut vraiment communiquer avec ce jeu. Et si on nous envoie cette carte dans le tirage, que l'on voit cette carte dans le tirage, on ne peut pas se dire c'est très positif. Non, on va attendre d'avoir d'autres cartes qui vont peut-être faire passer le message. Parce que à ce moment-là, si c'est un message très positif, on n'aurait peut-être pas tiré celle-là. Il y a d'autres cartes dans le rider qui vont parler d'événements très positifs. Donc si on tire celle-là dans le rider, c'est pas forcément une fête d'entrée. Attention, hein, encore une fois, on peut avoir quelque chose de très difficile au départ, ou du moins parce que ça vient nous bousculer, mais où l'issue est une libération et fait du bien, et donc ça reste une carte qu'on peut voir positive, bien sûr. Hein. Mais c'est dans l'énergie et l'imagerie. D'accord. Voilà, si on tire que celle-là, voilà. Alors que si on tire celle-là, on peut y voir quand même quelque chose de très festif. Voilà, la différence quand même, hein, c'est... Ouais, ça m'a marqué, moi, cette imagerie très négative de la maison de Dieu m'avait déconcertée, autant je crois que l'inversion, autant que le mat, voilà, ça m'avait vraiment marqué, ça. Voilà, la négativité qu'il y avait dans cette carte me bloquait beaucoup. Mais en fait, ça va, parce que, comme je vous dis, il y a d'autres cartes dans le jeu qui peuvent parler de la même chose. Donc, je vais m'adapter finalement et je vais toujours parler d'une énergie qui vient bousculer avec ça. Mais l'issue n'en reste pas pour autant peut-être positive. Après, il faut voir les cartes qui accompagnent. Mais voilà, on n'a pas non plus un message très lourd et très négatif parce qu'on tire cette carte, hein. Bien sûr. Hein. Voilà. Hein. Mais c'est vrai que ça surprend cette imagerie. Voilà. L'étoile, bon, je vais passer vite. La lune aussi. Ouais. Toujours les positions des animaux. Moi, j'aime bien celle-là parce que la réceptivité domine l'action. Et dans la lune, c'est un petit peu logique. On a cette réceptivité qui est plus présente que l'action. C'est l'animal dominant. Et là, c'est le dominé. Donc, c'est pas mal. Là, on ne l'a pas. Mais par contre, on a ce petit chemin au milieu. Et qui peut me parler de cheminement, ce qui est intéressant aussi dans la lune. Voilà. Et là, je ne vais pas l'avoir spécialement, ce cheminement. Mais là, oui. Voilà. Donc, c'est intéressant. Il y a des choses aussi qui sont intéressantes d'un côté comme de l'autre. Hein. Le soleil, moi, là, j'avais l'entraide, notamment. Hein. L'entraide, la construction, etc., etc. Mais j'avais l'entraide, l'acceptation de la différence aussi. Parce que j'avais deux personnages. J'ai plus. Donc, j'ai plus cette entraide. Hein. Par contre, j'ai un petit peu plus une notion de liberté, là. Peut-être, hein, avec le cheval, de liberté, de fougue. Voilà. Le jugement, ben, on est toujours pareil, c'est-à-dire que les positions, la femme côté réceptif, c'est très bien, l'homme côté actif, c'est très bien. La femme qui regarde vers l'intérieur, ben oui, on est dans l'intériorité des choses. L'homme qui regarde vers l'extérieur, forcément, on est dans l'action, il regarde vers l'extérieur. Pour moi, tout était rangé, tout était à sa place dans cette carte. Voilà. Mais ce sont des détails, ça. Et là, j'ai plus. J'ai la femme qui est de l'autre côté, j'ai plus ces positions qui... Bon. Mais ça ne me change pas au niveau de l'interprétation. Et le monde, non, je ne vais pas... Voilà, il n'y a rien de particulier. Donc voilà les changements au départ qui m'ont marqué. Maintenant, forcément, on a des changements d'un jeu à l'autre. Donc, du TDM au Rider, forcément. Mais on a aussi des changements de Marseille à un autre. On n'a pas les mêmes choses. Alors, après, il n'y a rien de bien... c'est juste des angles de vue qui vont changer. C'est sûr qu'on ne passe pas d'une idée complètement à une autre. Mais on a des angles de vue différents. Je ne sais pas, moi, si je prends... Qu'est-ce que je pourrais prendre, moi à quoi j'avais pensé tout à l'heure que j'ai dit? Ah, ben oui, il y avait la... Ah, il y a le pendu aussi, parce que le pendu, on a vu dans le païen, notamment, mais aussi dans le noblé d'ailleurs. Alors, où il est? Là. On a quelque chose d'un petit peu différent au niveau des mains. Voilà, c'est que je l'ai, mon petit pendu. Voilà, on n'a pas la même chose. Voilà. Et aussi au niveau du cou.
il est étouffé. C'est intéressant ça, cette asphyxie, cet étouffement ou cette sensation d'étouffement à laquelle je vais penser lorsque je vais utiliser ce jeu, mais à laquelle je ne penserai pas quand je vais utiliser celui-là. Mais c'est intéressant, je trouve. Qu'est-ce qu'on a encore comme différence? Donc c'est des petits détails, mais quand même, forcément, la mort, sur certains jeux, on n'a pas la même position. Elle est intéressante dans ce sens-là, je trouve. Elle vient trancher au niveau du passé. Et ça peut être intéressant. Là aussi, hein, mais elle tranche, elle fait de la place là, pour l'avenir. Elle nettoie. Elle purifie les bases pour créer quelque chose de nouveau. Là, on va aller trancher au niveau du passé pour pouvoir avancer. D'abord, il faut faire le tri au niveau de son passé. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes énergies finalement. Ah ben oui, un petit noblet, mon petit battleur qui est l'impertinent, qui fait un petit doigt d'honneur. Voilà. Ah ben voilà, oui, la tour, la maison de Dieu. C'est quelle est la maison de Dieu? La maison de Dieu. On l'a vu tout à l'heure, cette maison de Dieu. On voit qu'il y a quelque chose d'extérieur qui vient frapper la tour. Donc il y a bien un événement qui va nous permettre justement une remise en question. C'est bien parce que c'est au niveau de l'ego, c'est au niveau du haut en fait qu'elle est tapée cette tour. C'est pas au niveau des bases, hein, c'est vraiment au niveau de l'ego, enfin du haut. Mais là, l'énergie est complètement différente hein, parce que là, c'est plus quelque chose d'extérieur qui vient taper la tour, mais c'est quelque chose d'intérieur qui sort de cette tour. Un peu comme une cocotte minute là, qui vient faire exploser la tour. Mais là, on a bien une énergie qui vient de l'intérieur. Là, ça s'extériorise. Là, non, c'est quelque chose d'extérieur. Donc, on n'a pas du tout la même énergie. Pourtant, voilà, de deux tarots dits de Marseille, mais on n'a pas les mêmes énergies et du coup, la même interprétation. Et c'est intéressant. Ouais, donc le pendu, la maison de Dieu. Après, qu'est-ce que je pourrais... Non, c'est tout, on va pas refaire toutes les cartes. Mais voilà, juste pour dire qu'en fait, tous les jeux sont plus ou moins différents et on a des approches différentes. Et sur les jeux de type Rider, n'en parlons pas. On a énormément de mises en lumière différentes. Donc moi, le conseil, ce que je dirais, c'est qu'il est important, selon moi, hein, de suivre l'énergie du jeu. Moi, j'ai toujours pour habitude de me fier à l'imagerie du jeu. Je ne peux pas faire autrement. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire, prenez un livre sur le rider et collez-le au Marseille ou inversement. Parce que on va être dans une imagerie totalement différente, ça ne peut pas coller. Enfin, pour moi, en tout cas, ça ne peut pas coller. Je peux pas. Je suis toujours sur l'image, moi. Je suis toujours sur les détails, sur quelque chose qui va venir me frapper et qui va du coup m'apporter un élément dans l'interprétation. Là, je suis en train de regarder le 9 de coupe. Ce 9 de coupe du Noblet, il était sur le dessus, là. J'aime les flèches qu'il y a. Enfin, c'est pas des flèches, mais moi je vois des flèches en fait. Et moi, ces flèches, il y a un retour vers soi pour moi dans cette carte, il y a un retour vers l'intériorité qui est importante. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est le 9 de coupe et que dans certains jeux, d'ailleurs on en avait parlé sur une autre vidéo, la vidéo précédente, où je parlais du dépouillement dans le 9 de coupe, hein, les fleurs qui tombent, où il y avait ce dépouillement. Là, on n'a pas de fleurs qui tombent, on n'a plus de fleurs d'ailleurs, ici, à part ici, mais on a ces flèches qui repartent vers l'intérieur. Je trouve ça vachement intéressant. Voilà. Là, moi, j'y vois des clés, vous voyez, des pinces, des clés de serrage. Et alors, du coup, mon 8 de coupe, mais si je vais m'attarder sur ça, mais je vais dire que peut-être il faut desserrer une situation ou serrer ou trouver un équilibre sur une situation, voilà par exemple, hein, mais je vois des clés. Donc on voit plein de choses sur ces cartes en fait. Je suis partie loin là. Pourquoi je reviens aux mineurs du TDM? Je sais pas. Oui, parce qu'on n'a pas parlé là des mineurs. Je ne vais pas faire toutes les cartes avec les cartes mineures, forcément. Voilà la vidéo déjà que...
Voilà, c'était sûr. Hein. Je ne vais pas passer toutes les mineurs, c'est pas possible. Mais surtout que j'en ai parlé sur la vidéo précédente. On a quelque chose de totalement différent sur les mineurs du rider qui prend un parti pris sur quelque chose d'identifié, qui est moins large hein, au niveau que le Marseille, où le Marseille, on peut voir le positif, le négatif complètement dans chaque carte. Autant dans le rider, non, ils sont quand même identifiés. Je trouve, enfin, personnellement, hein, en tout cas quand je suis passée au rider, je me suis fait la réflexion en me disant, mais en fait, le rider garde vraiment la cartomancie et fait des pics, des cartes qui piquent, donc les épées. Les épées sont des cartes qui piquent et qui font mal, c'est des cartes d'obstacles. Et les coupes les cœurs sont des cartes toutes douces. Voilà, je trouvais qu'on gardait cette énergie de cartomancie et très cloisonnée dans les énergies des cartes. Ce qui m'a perturbée, c'est notamment ces épées, où pour moi c'était vraiment la sphère intellectuelle, hein, parlons de façon très générale, hein, mais la sphère quand même intellectuelle. Et quand j'ai pris le rider, j'ai dit, bon, c'est pas forcément la sphère intellectuelle parce que elles sont toutes négatives hein, et on ne peut pas avoir des idées que négatives, c'est pas possible, hein, on ne peut pas. Hein, Donc voilà, c'est de là que je me suis dit, mais en fait, on n'a pas quelque chose de général, on a quelque chose de plus qui vient de la cartomancie. Voilà, après, il y a aussi une base de numérologie, mais très figée aux éléments. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend les deux en numérologie, on va parler d'union, d'association, pourquoi pas d'amour et de partage, hein, il y a deux, mais on va parler aussi de dualité, forcément, hein, de distinction, de dispute. Et je trouvais que dans le rider, on l'a ça. Et alors, sur les cartes yin, les coupes et les deniers, on a quelque chose qui est plus de l'union, de l'association. Ils les ont laissés comme ça, hein, puisque le 2, on a clairement le 2 de coupe, partage, hein, une union. Et là, on n'est pas dans le partage, mais on est dans une union des énergies, c'est-à-dire qu'on veut équilibrer deux choses, hein, deux situations. On jongle entre deux situations pour mener les deux. Mais on arrive hein, à associer les deux, on associe. Voilà. Sur les épées, les bâtons, on a quelque chose de plus bloqué. On est plus dans la dualité du coup. Une dualité qui vient te bloquer. C'est-à-dire que ici, dans le 2 d'épée, ben, quelque part, c'est le compromis. On peut pas décider. On ne peut pas décider, donc on reste là. Et sur le 2 de bâton, ben, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que l'action va se mettre en place, mais pour l'instant, ce 2 amène à se fixer un petit peu. Et ce qui est marquant, c'est les 4. Sur les 4, je les ai là. Sur les 4, ils ont fait une approche différente, je trouve. Ils sont partis du 4 qui effectivement est un nombre qui va stabiliser, qui va mesurer, qui va organiser, etc., hein, qui va cadrer, qui va limiter. Donc ils ont pris cette énergie. Ils se sont dit, si on met cette énergie-là, enfin, ils se sont dit, moi je le vois comme ça, hein. Je n'étais pas avec eux, je ne sais pas. Hein. Je vais bien, moi. Non, mais j'ai l'impression qu'ils se sont dit, si on met cette énergie du 4 dans les coupes, qui est déjà une énergie qui est yin, une énergie déjà qui n'est pas une énergie qui part dans tous les sens, qui n'est pas une énergie très active, on amène cette énergie aussi qui est calme. Alors, du calme avec du calme, on va tomber dans la nuit. Et effectivement, le 4 de coupe peut parler de cet ennui, de routine, hein, de choses qui stagnent et on voudrait autre chose, hein, ça ne nous plaît plus. Voilà. Pareil pour les deniers, du coup, ça stagne. Hein. Le 4 amène trop une fermeture. Hein. Ici aussi, où le personnage est fermé avec ces quatre deniers qu'il veut garder pour lui. Par contre, on amène ce 4 de la stabilité sur des cartes qui sont très actives. Et là, ça va faire du bien parce qu'on va stabiliser l'énergie des bâtons. Et si on stabilise l'énergie des bâtons, on arrive à un 4 de bâton où il y a réellement une célébration. Si on stabilise l'énergie des épées,
carte très négative, hein, les épées en général. Une des moins négatives du jeu, c'est ce 4 d'épée. Pourquoi? Parce que le 4 ramène cette stabilité et va permettre un repos. Alors même si les épées elles sont toujours au-dessus de nous, on arrive à trouver un repos. Voilà. Et je trouve qu'ils ont fait un petit peu ça, c'est-à-dire prendre l'énergie et voir ce que ça donne de façon générale sur l'élément. Enfin, moi j'ai l'impression. Sur les 5, c'est différent, les 5, parce que en numérologie, certains voient le 5 comme un nombre très difficile, un nombre de transition, donc forcément, hein, c'est quand même la transition, le 5 c'est vrai, c'est un nombre de transition, c'est celui qui est au milieu d'ailleurs, mais certains le voient de façon négative, ce changement, brutal, très brutal et donc très négatif. Et effectivement, dans le rider, tous les 5 sont négatifs, tous. Voilà, l'énergie, c'est une énergie qui vient bousculer, du coup, tout est vu de façon négative. Voilà. Enfin, je m'étais amusée à regarder au niveau numérologie comment ils avaient intégré ça au niveau du rider. J'avais besoin de voir un peu comment ils cadraient. Voilà, enfin, c'est un autre sujet là. Je suis partie sur totalement autre chose. Hein. N'importe quoi. Et les 10 d'ailleurs, je continue. Les 10 d'ailleurs, on a des fins selon l'élément. Les épées sont difficiles, la fin est difficile. Les coupes sont positives, la fin est positive. Pareil pour les bâtons et les deniers. C'est marrant, c'est très cartomancique, je trouve, pour le coup. Chose qu'on n'a pas, encore une fois, sur le TDM. Vous savez quoi? Pourtant, c'est long déjà la vidéo. Mais j'avais envie de vous montrer quelques cartes différentes de Rider. Sur ce qu'on vient de voir, pourquoi pas, là, on a vu que la Maison Dieu pouvait être différente. On a vu que le pendu, en plus sur certains jeux, c'est terrible, je trouve. Pourquoi pas le 10 d'épée. Je reviens, je vais chercher quelques jeux, je me dépêche. Alors, me voilà avec mes jeux. Et après, je vous laisse tranquille, promis. Alors, on va commencer par la tour. Elle me fait rire, moi, cette tour. Dans les riders. Alors, j'ai pris plusieurs jeux. Donc là, tour typique rider, très négative. Très négative. Le chaos, voilà, des éclairs partout, du feu. On a du feu partout. Là, c'est toute la tour qui est mise à mal. Donc, même les bases, on revoit tout là. Hein. Là, on détruit. C'est vraiment là une énergie de destruction, pour le coup. Voilà, les personnages qui tombent. Donc voilà, vraiment là, on a vraiment la tour très négative. Ici, c'est pareil, dans les flammes, également, c'est toute la tour. Donc ça, c'est l'Ostara. Ça, c'était le Clover Tarot. Hein. L'Ostara Tarot, donc là, c'est un petit peu pareil. Sur le Hésikos, on a la même chose. Hein. Par contre, on a les émotions qui rentrent en jeu dans cette carte. On n'a plus du feu, alors on a là le feu, mais on a aussi des émotions qui nous bousculent. Hein. Donc intéressant de faire venir des émotions. Pareil sur le Hanakataro, où les émotions là, elles ont une part très importante même. Très importante. Sur le tarot des druides, même chose, mis à part que là, au niveau émotionnel, c'est beaucoup plus calme. Donc il y a quand même, malgré tout, là, on a calmé les émotions. Il y a un lâcher-prise émotionnel là. Là, c'est plus de l'extérieur que ça vient, et pas forcément de l'intérieur. Celle-ci, le Spellcaster, je crois, tarot, on a une autre notion de libération, chose qu'on n'avait pas encore sur certaines, mais là, on voit qu'on va rentrer comme notion une libération. Parce que ceux-là, des personnages, ne tombent pas. Ils arrivent à se libérer. Et on voit là que c'est que le haut qui est touché aussi. Sur le Temptress Tarot, la tour, elle est au niveau du mental. Ça, c'est intéressant. Finalement, c'est notre façon de penser, nos convictions, nos fondements intellectuels qui sont peut-être à revoir. Sur le... comment il s'appelle celui-là déjà? Prisma Vision Tarot. Alors là, c'est complètement différent. On voit que ici, on a c'est l'eau qui vient à mesure abîmer ses fondations.
Et à force, elle commence à faire des dégâts. L'eau étant les émotions, c'est peut-être nos émotions là qui sont en train de faire des dégâts. Et il vaut mieux revenir stabiliser les choses, parce que là, c'est la base qui commence à s'effriter. Là, bientôt, si on continue à venir comme ça, bouffer petit à petit, à ce que les émotions viennent nous bouffer petit à petit, on va s'effondrer. Donc, il faut peut-être revoir les choses avant d'en arriver là. Ça peut être intéressant à voir comme ça. Dans le tarot de métamorphose, on a un serpent. C'est intéressant, c'est la transformation là. Libération aussi, finalement. Et dans le Vision Quest tarot, c'est appelé le chaos. On n'a pas de tour, on a un cheval et on a une fougue, on a une liberté là. Pour moi, on a vraiment une énergie de libération dans cette carte. Voilà, certaines tours. Si on prend certains pendus, les pendus, ils nous font de tout des fois. Il y a des pendus pas pendus. Ça me gêne, le pendu pas pendu. Dans le Crystal Vision Tarot, ce pendu, il ne veut rien voir. Donc là, par exemple, on ne va pas dire il faut voir les choses différemment. Compliqué, il ne veut pas voir. Donc on est plus dans quelque chose qu'on ne veut pas voir. Ça peut être intéressant. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir en ce moment dans la situation, mais qu'il faudrait peut-être mettre en lumière. Par exemple. Après, il va me parler beaucoup de liens, d'attaches, parce qu'il y a énormément d'attaches dans cette carte. En fait, il faut vraiment s'adapter au jeu, tout simplement. Hein. Le pendu, ben oui, le pendu, on est quel jeu là? Les fées victoriennes. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'on est dans l'écoute avec ce pendu. Le mouvement au niveau des oreilles me fait penser à une écoute intérieure. C'est intéressant du coup, à mettre en lumière. Donc là, ce sont des jeux où on voit plus une méditation. Là, il est ouvert à recevoir de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir. Là, on a clairement une méditation. Là aussi. Celui-là, c'était le tarot gaïen, le clover. Ça, c'est le Book of Shadow. Donc là aussi. Et on inverse la façon de voir les choses et il y a un apaisement méditatif qui nous permet peut-être d'avancer. L'acrobate ici avec une notion de temps, avec le sablier. Là aussi, on a vraiment une pause. Ceux-là, c'est un petit peu les mêmes. Bon, c'est la même personne, hein. C'est Julie Kuchawatz. Donc, sur le chemin ancestral, c'est ça le nom? Chemin ancestral, je crois, le tarot du chemin ancestral. Et le mat tarot, on a un fœtus où là, il y a réellement une préparation des choses. On a vraiment quelque chose qui se prépare, mais qui se prépare à l'intérieur. Et c'est intéressant. Et là, en plus, on a l'abondance avec le blé, parce que ce fœtus est dans un épi de blé. Puis voilà, peut-être intéressant. Là, je vous l'ai mis, celui-là, le Spellcaster, parce que je ne l'aime pas. Je n'aime pas cette vision du pendu qui n'est pas pendu. En voilà un, pendu non pendu, qui est très lourd. L'énergie est très lourde dans celui-là. On peut se servir de ça hein, pour l'interprétation. Mais on est figé là. Là, pour moi, on est figé. J'ai un petit peu plus de mal avec celle-là. Celle-là aussi, voilà. C'est un noyer pendu, un pendu pas pendu noyé, qui se fait bouffer par les poissons. Voilà. C'est un peu dur. Là, vraiment, une autre vision. Et ce pendu qui amène cette vision, cette autre vision, qui est vraiment intéressante. Là aussi, on nous parle de perspective, hein, donc d'une autre perspective. Et là, l'accent est mis plus sur le sacrifice. Voilà, donc on peut avoir des angles de vue différentes sur ces cartes. Et j'ai sorti aussi des 10 d'épée. Elles me font rire, moi, ces 10 d'épée. On s'habitue après. Hein. Elles me font rire. Alors là, très négative. Hein. 10 d'épée, très soigné. Voilà, les 10 épées plantées dans le dos, le sang et les vautours. Magnifique. Là aussi, très très difficile. Hein. C'est une fin
sanglante, là aussi, fin difficile, même si le lever du jour commence à pointer. Un peu moins difficile, hein, avec ce lever du jour qui est clairement identifié et le personnage qui, bizarrement, va bien. Ça, c'est le manga tarot. C'est vrai que je vous dis plus ce que c'est, mais... La cavalcade. J'aime bien cette énergie, mais elle est puissante, elle fait peur, je trouve. Elle fait peur, là. Ce 10 d'épée fait réellement penser à la mort, je trouve. Oh, on a une connotation vraiment de la mort dans cette carte. Et de fin. Là, on a plus une notion d'entrave avec le Deviant Moon. De prise au piège. Est-ce qu'on ne se sent pas pris au piège en ce moment? Ça, c'est l'effet victorienne. Là, fin un peu moins négative dans le sens où, alors oui, c'est le clover. Hein, si l'extérieur est négatif, effectivement, hein, on n'a pas quand même une imagerie très joyeuse, mais les épées sont enterrées. Et c'est ça la fin. Et alors la fin, est-ce que c'est pas la fin des difficultés aussi? Mais peut-être, on peut y voir ce qu'on veut, finalement, avec ces épées qui sont en terre. Et on a l'impression qu'elles vont être recouvertes et qu'elles vont être enterrées. Donc peut-être que c'est la fin d'une période difficile et qu'on va passer à quelque chose de beaucoup plus facile. Donc on n'a pas forcément là une carte à une imagerie négative. Je parle que de l'imagerie. Donc là, elle est identifiée comme les pensées négatives, ce 10 d'épée, avec ses vautours. Là, il y a une énergie d'abandon, clairement d'abandon, où on se donne à une dernière et ultime bataille. C'est terrible, cette énergie. Voilà, mais c'est puissant, je trouve qu'elle est très puissante. Celle-ci n'est pas non plus négative dans le sens où c'est la migration, finalement. Migration des oiseaux. Ils vont chercher le soleil ailleurs. Voilà, donc oui, on va se préparer à aller chercher autre chose ailleurs, pour du mieux. Celle-là non plus, pas d'imagerie négative, c'est un phénix. Donc forcément, on va nous parler de la fin de quelque chose et du début d'une autre chose. C'est le Book of Shadow. Le Osho tarot, donc lui, c'est un tarot complètement différent. Hein. Voilà, et qui est très intéressant ce 10 d'épée parce qu'il parle de renaissance. Donc là aussi, on a quelque chose de positif. Et le tarot chinois, on n'a pas quelque chose de négatif là non plus. Parce que, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, les épées sont plantées dans ce dragon, dans ce monstre, je ne sais pas trop ce que c'est, dans cet animal en tout cas qui est mis à terre. Et donc, on peut y voir la fin des difficultés. Là. Ça y est, on y est arrivé. Donc, on a vraiment quelque chose de positif pour le coup. Voilà, vous voyez que les 10 d'épée aussi, selon les jeux que l'on prend, on peut avoir un angle de vue complètement différent. Alors, cette vidéo, pour vous dire juste que, en fait, moi, au niveau de ma pratique, comme je vous ai dit durant la vidéo, je me connecte au jeu. Et j'évite d'avoir des définitions de cartes toutes tracées. L'énergie générale est là, mais on peut le voir de tellement de différentes façons que je m'adapte au jeu que je choisis. Et je me dis, si j'ai utilisé ce jeu pour faire ce tirage, il faut que je suive ce qu'il veut me dire. S'il me sort la tour, je reviens sur ma tour, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui vient me bousculer. Parce que j'ai utilisé ce jeu et que peut-être que si c'était une fête, une célébration, ben, il y avait d'autres cartes pour me le dire. Il y avait notamment ce 4 de bâton, ce 3 de coupe, ce 10 de coupe, etc. qui pouvaient me parler de cette fête et voilà, un exemple, hein, voilà. Donc je me fie toujours au jeu et à l'énergie du jeu. Mais effectivement, ben ça questionne hein, quand on passe d'une structure à une autre. Mais alors je me retrouve totalement dans ce message de Mela parce que je suis passée par la même phase en fait. Vraiment. Et je crois que c'est bien de se questionner. Je crois que c'est important. Ça fait partie du chemin. C'est bien pour l'évolution et pour la compréhension aussi des choses. Hein.
C'est mieux, je pense, hein, de se questionner et de se dire, mais plutôt que de se dire, bon, c'est différent, bon, on va faire comme si c'était pareil et je colle les mêmes interprétations. Ça, c'est un petit peu plus gênant. Voilà, alors combien? Ouh, magnifique. Je suis désolée. J'espère faire des vidéos un petit peu plus courtes la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir été courageux et de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Bye bye.